Bonjour tout le monde, bienvenue à cette midi-conférence des jeunes chercheurs du CRDP. Je suis Olafemi Rodrigo Loulé, je suis candidat au doctorat à l'Université de Montréal, responsable des communications et des relations et activités étudiantes du Centre de recherche en droit public. À ce titre, je coordonne les midi-conférences des jeunes chercheurs du CRDP. Dans ce cadre, nous recevons aujourd'hui Catherine Samara, avec qui nous allons jeter un regard rétrospectif sur l'évolution de la justice. Catherine Samara est candidate au doctorat dans le cadre d'une co-tutelle entre l'Université de Montréal et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La présente conférence durera 1 heure de temps, comprenant la communication de la conférencière et la période des questions. Je vais à présent laisser Catherine commencer sa communication. Merci. Merci beaucoup, Rodrigue. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier infiniment le CRDP d'avoir organisé cette conférence et de m'avoir donné la très belle opportunité de partager mes recherches sur la notion de justice avec vous aujourd'hui. Et en effet, tout d'abord, je vais commencer par une petite introduction pour expliquer la raison pour laquelle j'ai opté pour ce sujet. En effet, mes travaux de recherche portent sur l'interaction entre la notion d'accès à la justice d'une part et la notion d'action collective d'autre part. Et lorsqu'en effet, j'ai entrepris mes recherches sur la notion d'accès à la justice, j'ai été surprise du fait que malgré la notion d'accès à la justice a fait couler beaucoup d'encre depuis environ plusieurs décennies, cette notion ne jouit jusqu'à maintenant pas d'une définition universellement reconnue. Et ceci est principalement dû à la notion même de la justice qui a fait l'objet de polémiques depuis l'Antiquité grecque jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai décidé de mener une analyse épistémologique sur la notion de justice afin de mieux délimiter ce concept, d'autant plus que, étant donné le contexte mondial problématique dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, il semble plus que jamais essentiel de réexaminer la notion de justice parce qu'aujourd'hui, on se permet de commettre des atrocités inimaginables au nom de la justice et pire encore, on est fier de rendre la justice de nos propres mains, alors qu'on a oublié que la justice est avant tout une vertu morale. Donc, on est en train d'utiliser un concept qui est avant tout humain pour justifier et pour légitimer le fait de commettre des crimes contre l'humanité. Et donc, après cette introduction, je me permets de partager mon écran. OK, ma présentation est intitulée Regard rétrospectif sur l'évolution de la notion de justice de l'Antiquité grecque à nos jours. Donc, je vais commencer par tout d'abord par exposer les réflexions philosophiques antiques sur la notion de justice, puis les réflexions philosophiques médiévales sur la notion de justice, et pour arriver enfin aux réflexions philosophiques modernes et contemporaines sur cette notion-là. On commence tout d'abord par la justice socratique et je me permets de faire un petit voyage au 5e siècle avant notre ère. En effet, bien que Socrate soit reconnu comme étant le père de la philosophie, ses réflexions sur la justice restent énigmatiques vu qu'il n'a jamais rien écrit. Sa sagesse nous est principalement parvenue à travers les témoignages de ses disciples Xénophon et Platon. Il en va de même pour Aristote, qui est le disciple de Platon, qui, bien que n'ayant pas connu Socrate, a pu lui apporter un témoignage indirect. Et chacun des témoignages posthumes présente en effet une interprétation originale de la pensée socratique qui semble en contradiction avec les autres. Cependant, ils s'accordent tous à reconnaître que Socrate a fait descendre la justice du ciel sur la terre. Donc, comment on peut comprendre cette expression que le fait que Socrate a fait descendre la justice du ciel sur la terre? C'est justement parce que à l'époque pré-socratique,
la justice était perçue comme étant le bel ordonnancement du monde voulu par les dieux, ainsi que l'équilibre naturel et des choses et des êtres qui obéissent aux lois divines. Donc, à l'époque présocratique, la justice était assimilée à l'obéissance aux lois divines. Ce sont les règles qui étaient conçues par les dieux et plus spécifiquement par le dieu Zéos, qui est le roi des dieux du panthéon grec. Et Zéus, en fait, il a une histoire très célèbre, une histoire avec la princesse d'Europe qui a légué son nom au continent, au vieux continent. Et c'est une princesse phénicienne de la ville de Tyr, du site du Liban. Et pour ceux qui ne connaissent pas c'est qui les Phéniciens, en fait, les Phéniciens, c'est un peuple sémitique du Proche-Orient et ils sont les ancêtres du peuple libanais. Et ils sont le plus reconnus pour avoir inventé l'alphabet. Donc, l'alphabet qu'on connaît maintenant, les 22 signes, ce sont les Phéniciens qui l'ont inventé et ils ont réussi à le transmettre partout dans le monde, à l'exception de la Chine. C'est pour cela l'alphabet chinois, il est différent des autres pays. Et en effet, au 8e siècle avant notre ère, les Grecs, ils ont ajouté des voyelles à l'alphabet phénicien et donc créé le premier alphabet phonétique au sens moderne du terme. Et donc Zios, il était le roi des dieux, il était connu pour avoir aimé les femmes belles et il était tombé amoureux de Europe. Il a demandé sa main à son père qui était le roi Agénor, mais son père il a refusé puisqu'il était très attaché à sa fille. Et donc Zéos il a décidé de la kidnapper et s'est transformé en un taureau blanc avec des ailes. Il l'a kidnappé du Liban jusqu'aux Crètes. Et donc on voit ici l'image du taureau blanc avec des ailes. Et puis elle a légué son nom à tout le continent. Et si, par exemple, on prend les billets d'euros et on les met à la lumière, on voit toujours le portrait d'Europe qui est sur tous les billets de monnaie. Et en effet, et ce qui est malheureux, qu'une ville comme Tyr, qui date de 5000 ans, est en train maintenant de faire face à une menace réelle d'extinction à cause des bombardements qu'elle subit depuis maintenant 2 mois. Et en fait, il y a une autre ville qui s'appelle Baalbek aussi de Liban. Elle est connue pour les majestueux temples romains de Jupiter et de Bacchus qui subit aussi le même sort. Et en fait, le président Emmanuel Macron, il a dit dans une conférence récemment que le Liban est un pays qui est plus grand que lui-même. Et ceci est totalement vrai parce que c'est un pays qui est très riche en histoire et chaque ville date depuis plusieurs milliers d'années avec un patrimoine culturel gigantesque et très merveilleux. Et comment maintenant on préserve ce patrimoine en le bombardant en tapis? Donc, après ça, on passe à une autre histoire plus chill, qui est l'histoire du dieu Apollon, qui est le dieu de la musique et de la prophétie, de la guérison et du soleil, et qui était, lui, le précurseur de la réflexion socratique sur la justice. En fait, Socrate, il a une histoire qui est un peu, qui ressemble un peu à l'histoire de Blanche-Neige. Donc, on connaît tous que Blanche-Neige était la fille d'un roi et puis son père, il s'est marié à une femme qui est très cruelle et qui était très obsédée par sa beauté. Elle avait un miroir magique et elle lui demandait tout le temps la très célèbre question, Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Et au moment où il lui a dit en fait que Blanche-Neige est plus belle qu'elle, elle a décidé de la tuer. Donc Socrate ici, il avait un ami aussi qui était très curieux et qui s'appelait Chéréphon. Et Chéréphon, il a décidé un jour d'aller au temple d'Apollon et demander à l'oracle d'Apollon et de demander à la Pythie s'il existait au monde un homme plus sage que Socrate. Et la Pythie lui a répondu par la négative. Et heureusement que Chéléphon n'était pas jaloux de Socrate, donc il n'a pas essayé de le tuer. Et donc il lui a transmis l'oracle. Et Socrate s'était réjoui, il accepta alors l'oracle comme une révocation divine et s'est considéré en fait comme étant mandaté par les dieux d'une mission sacrée consistant à amener chaque conscience à s'examiner elle-même. Il prit même pour devise la maxime inscrite sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même. Ainsi, Socrate, il fut considéré le père de la philosophie, non pas parce que la philosophie est née avec lui, mais parce qu'il a été le
premier à se consacrer à la quête de la connaissance humaine en plaçant l'homme au centre de ses préoccupations. Et si on voit ici la citation une citation de Socrate qui dit, un philosophe, c'est quelqu'un qui pratique la philosophie, autrement dit, qui se sert de la raison pour essayer de penser le monde et sa propre vie afin de se rapprocher de la sagesse ou de bonheur. Et donc, pour Socrate, le, le but ultime de toute âme humaine, c'était le bonheur. Donc, la raison d'existence de chaque être vivant, c'est de réaliser son propre bonheur. Et il considérait en fait que le bonheur, c'était le bien ultime de tout. Et c'est intéressant en fait, parce que Socrate, il avait une femme qui s'appelait Xanthippe. Et donc, ce ne sont pas mes propres mots, mais en fait, on disait que son type, c'était une femme qui était très moche de l'intérieur et de l'extérieur. Et Socrate était même victime de violences conjugales. Et donc, c'était intéressant comment il a consacré toute sa vie à la quête du bonheur. Et il a considéré comme le bonheur, c'était comme le but ultime de tout. Et donc, il cherchait ce bonheur que, au moins dans sa vie personnelle, il ne l'avait pas. On passe maintenant à l'essence de la réflexion socratique. La réflexion socratique part du principe que tout comme les dieux, l'homme est un être moral doté d'une raison qui reflète son essence et qui est identique à la raison absolue des dieux. Ainsi, en assimilant la raison humaine à la raison divine, Socrate suggère que l'homme peut acquérir la connaissance en se tournant vers lui-même plutôt que de se limiter à la contemplation des dieux considérés jusqu'alors la source essentielle de savoir. Donc, les fondements de la connaissance sont donc, selon Socrate, inhérents à l'esprit humain, et c'est en s'examinant dans ses propres profondeurs que l'homme parvient à découvrir ce qu'il doit chercher et ce qu'il doit éviter. Ainsi, pour découvrir la nature du juste, de l'injuste, du bien, du mal, il ne s'agit pas de scruter le ciel et les astres ou de le demander aux dieux, mais de procéder à un examen introspectif de la conscience humaine. De lors, il conclut que vivre, c'est penser et qu'il faudrait donc bien penser pour bien vivre. Donc, puisque en fait, il considère que l'être humain, il a toutes les réponses à l'intérieur de lui à toutes les questions. Donc, pour bien vivre, il suffit juste de bien penser. Mais en fait, aussi, lorsqu'il a déclaré que bien penser implique bien vivre, Socrate, il asserte que la réflexion et l'action sont étroitement liées et que la connaissance du bien implique nécessairement sa réalisation. Donc, il ne suffit pas juste de connaître le bien, mais il faut aussi agir selon ce bien afin de le réaliser. Parce que penser et agir sont donc, selon Socrate, indissociables et la pure contemplation détaché de l'action n'est qu'un non-sens fondé sur des spéculations hypothétiques. Ainsi, l'homme doit agir conformément à ce qui est bien, c'est-à-dire à ce qui est juste. Donc, selon Socrate, définir la justice ne consiste pas à décrire simplement les pratiques et les phénomènes existants, mais de déterminer la règle selon laquelle nous estimons nous-mêmes que nos actions doivent contrôler ces pratiques et phénomènes. Socrate soutient également que l'introspection sur l'idée de la justice aboutira au même résultat chez tous et que le sens de la justice ne variera pas d'un individu à un autre car tous les individus partagent la même nature et ce qui est le bien de l'un est aussi le bien de l'autre. Et étant donné que savoir la justice implique d'agir conformément à ce qui est bien ou juste, cela impose par rapport à soi-même de faire concorder ses actes avec ses paroles et par rapport aux autres de ne jamais commettre délibérément une injustice même en réaction au mal. Et Socrate soutient en effet qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Et la justice se manifeste donc par la mise en œuvre du bien dans les relations interpersonnelles, car le bien est selon Socrate bénéfique et utile. Et ce critère d'utilité, en fait, découle de la conception socratique de la vertu comme étant la science du bien. Donc, comment
Socrate définit la science. En fait, la science représente pour Socrate la sphère de la connaissance qui est entièrement accessible à la raison humaine et que se distingue des choses obscures que seule la divinité peut révéler à l'homme. En outre, une vraie science doit être pratique et utile car toute connaissance qui ne donne pas lieu à des applications dans l'expérience reste incertaine. Elle doit être en fait certaine, non hypothétique, pratique et non purement spéculative. Il va même jusqu'à dire que les mathématiques perdent leur statut de science à partir du moment où elles cessent d'être utiles. Donc, à la lumière de cette définition de la science, Socrate observe que la morale qui n'est pas extérieure à l'esprit et qui traite du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du beau et du laid, est une science par excellence. La morale présente, selon lui, une forme de connaissance qui peut être le plus facilement acceptée par les hommes et le plus clairement vérifiée par l'expérience. Et Paul Landermy affirme dans ce sens que la morale est la plus positive des sciences car elle représente le savoir qui peut constituer avec le plus de certitude et en même temps avec le plus d'utilité. Donc, en gros, Socrate, il considère que la morale est une science. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout d'abord d'une connaissance du bien, du mal, du juste et de l'injuste. Et deuxièmement, parce que cette connaissance, elle peut s'appliquer dans la pratique et elle peut s'avérer utile. Donc, ce sont les conditions qui sont nécessaires pour qu'une discipline quelconque soit considérée comme étant une science. Donc, passons maintenant à la vertu. Donc, il a défini c'est quoi la morale. La morale, c'est la connaissance qui traite du bien, du mal, du juste et de l'injuste. Et la vertu, c'est une composante de cette morale. Et la vertu étant une composante essentielle de la morale, elle est donc perçue par analogie comme étant une science, plus précisément une science qui traite du bien. Elle consiste en effet en un savoir acquis de manière réflexive, parce qu'on a dit que Socrate, il se concentre toujours sur le fait que pour avoir un savoir quelconque, il faut se demander nous-mêmes. Donc, il faut faire une sorte d'une réflexivité intérieure, d'une sorte d'une introspection pour acquérir cette connaissance-là. Et donc, l'objet de ce savoir-là, c'est d'identifier l'essence du bien. Il s'agit d'une connaissance du bien qui est certaine aussi et non conjecturelle et qui est également pratique. Et comme le critère d'utilité est fondamental pour toute science, le bien, objet de la vertu, doit être utile. Donc aussi, on a la morale, et puis la vertu qui est composante de la morale, et puis le bien qui fait l'objet de la vertu. Et comme étant donné que la vertu est une science et donc c'est une science, c'est un savoir utile. Le bien, par analogie, qui est l'objet de cette vertu, doit être aussi utile. Et Socrate utilise aussi le mot grec qui signifie bon. Principalement, il est utilisé au sens de l'utile et suggère que rien n'est bon en soi et que tout bien est relatif. Par exemple, la richesse, la santé, la gloire, la puissance ne sont considérés des biens que dans la mesure où elles sont utiles pour l'homme, lui procurant le bonheur, et ce n'est que par rapport à cette finalité qu'elles peuvent être considérées comme des biens. OK, et puis en fait, Socrate, affirme que la vertu est une. Donc, c'est quoi la signification de la vertu est une? En fait, Paul Landermy étaye cette idée en précisant que la vertu, c'est la réflexion, c'est-à-dire non pas une science toute faite, une collection de recettes à suivre pour être heureux, mais l'intelligence même dans sa toute-puissance prête à s'appliquer à l'infinie variété de problèmes réels pour en déterminer la solution vivante. Ainsi, la justice, le courage, la sagesse, la tempérance et la piété ne sont que des variations de la vertu, à savoir des vertus particulières représentant les différentes formes que la réflexion peut prendre en fonction de la variation de la nature du bien dont elle traite. Donc, on a la vertu est une, donc qui est la vertu la plus ultime, qui est le bonheur, et à l'intérieur de cette vertu, il y a différentes variations de ces vertus, et ces variations elle varie en fonction de la variation de la nature du bien dont elle traite. Donc, la nature du bien dont traite la justice est différente que celui du courage, de la sagesse, de la tempérance, de la piété, mais tous ensemble, elles sont considérées comme des vertus et elles font toutes partie d'une vertu qui est une.
Et la justice, en tant que vertu au corps de la morale socratique, doit donc être intrinsèquement bonne et utile, cependant agir de manière juste sur le plan personnel, comme on l'a évoqué déjà, donc faire concorder ses actes avec ses paroles et de ne jamais commettre l'injustice. Donc, celle-ci, elle ne suffit pas en soi pour définir la justice, car vivre justement, selon la vision socratique, ne peut se concrétiser que dans le respect de la loi. Dès lors sont posées les fondations d'un gouvernement de la loi ayant pour vocation la mise en œuvre d'une justice collective compatible avec la justice individuelle. Et en fait, le rapport conceptuel entre les notions de justice et de loi a été le mieux expliqué dans les Mémorables de Xénophon, bien que les écrits de Platon soient considérés comme la source la plus importante sur la philosophie socratique. Socrate, en effet, préconise l'idée selon laquelle l'obéissance aux lois de la cité et aux lois non écrites d'origine divine constitue un acte juste et nécessaire à la stabilité et la cohésion sociale. Donc, les lois de la cité, elles correspondent aux conventions que les citoyens ont établies pour déterminer ce qu'il faut faire et ce dont il faut s'abstenir. Et Socrate semble donc associer la justice à la conformité à la loi, c'est-à-dire à la légalité. Et par légal, il entend les lois positives établies par les autorités de la cité et en écarte les normes sociales implicites. Donc, tout simplement, la justice dans la cité pour Socrate, elle signifie la légalité, c'est-à-dire le fait d'obéir aux lois de la cité. On passe maintenant que si le juste est légal selon la conception socratique, alors que les lois sont par essence bénéfiques. Donc, si la justice, elle consiste par le fait d'obéir à ces lois, donc ces lois sont par essence justes. Mais néanmoins, en fait, Socrate ne nie pas l'existence de mauvaises lois, auxquelles l'obéissance est délétère. Et selon lui, les mauvaises lois ne sont pas vraiment des lois, même si elles sont qualifiées ainsi par la majorité, et il en récuse le statut de loi, puisque pour lui, les lois sont par essence bonnes et bénéfiques au bon fonctionnement de la cité. Mais ici, il y a une sorte de contradiction entre le Socrate de Xénophon et le Socrate de Platon, parce que c'est le Socrate de Xénophon qui dit que les mauvaises lois ne sont pas de loi et il refuse le statut de loi, alors que le Socrate de Platon, il dit en fait que toutes les lois sont par essence justes et bénéfiques pour pour la cité, mais en fait, c'est l'interprétation de ces lois qui peut s'avérer injuste. Et d'ailleurs, Platon, il a fait preuve que Socrate, il pensait plus comme ça, puisque en fait, on connaît tous le célèbre procès de Socrate et comment il a accepté de boire la ciguë pour ne pas désobéir aux lois d'Athènes, alors que ces lois étaient jugées comme étant injustes. Et quoi qu'il en soit, et comme en atteste Patrick Ouellet, la conception de la justice du Socrate de Platon rejoint dans son fondement éthique celle du Socrate de Xénophon. En effet, les deux disciples s'accordent sur le fait que Socrate considère les lois comme intrinsèquement justes parce qu'elles sont bonnes et bénéfiques pour la cité, d'où la nécessité de leur obéir. Or, le Socrate de Platon explique davantage aussi la raison pour laquelle il considère que ces lois sont justes par essence, puisqu'en effet, les lois de la cité sont conçues par l'autorité d'Athènes. C'est une autorité que Socrate juge juste, puisque la vertu de justice est pour lui le critère d'excellence nécessaire au bon gouvernement. Ainsi, les lois ne sont que la manifestation de l'expertise des autorités, ou plus précisément de leur connaissance du bien. Par conséquent, lorsque nous obéissons aux lois, nous obéissons en effet à une autorité qui est moralement supérieure. Il s'agit précisément d'une obéissance à des experts de la vertu. On passe maintenant à la justice platonicienne. Platon, en fait, était le fidèle disciple de Socrate et il conçoit la justice comme une vertu morale dans la lignée de la pensée de son maître. La théorie de la justice développée par Platon dans la République apparaît en effet comme un approfondissement de la conception socratique de la justice. Et selon Platon, la justice trouve son fondement dans les dispositions intérieures de l'âme, desquelles découlent ses applications sociales et politiques. Ainsi, Platon, à l'instar de Socrate, envisage la justice non seulement à l'échelle de l'individu,
l'individu, mais aussi à l'échelle de la cité dans son ensemble. Pourtant, en fait, Platon, il a apporté une sorte d'originalité dans sa conception de la justice. Et en fait, tout en établissant une analogie entre la cité et l'âme humaine, afin de souligner la similitude de la place de la justice au sein de ces deux entités. En effet, Platon considère que ce qui est bien et juste pour l'âme de l'individu doit l'être aussi pour la cité qui rassemble les âmes humaines dans une même communauté. Et dans cette optique, la différence entre l'âme humaine d'une part et la cité d'autre part au regard de la justice s'avère seulement purement quantitatif, puisque la cité est en effet plus grande que l'âme de l'individu. Et cette analogie a ainsi conduit à l'élaboration de la célèbre doctrine platonicienne sur la tripartition de l'âme humaine. Et ici, il semble essentiel de noter, puisqu'on va parler de la République, et en fait, la République, c'est un ouvrage qui est sous forme de dialogue où le personnage principal est Socrate. Et cela donne à confusion, en fait, que c'est donc, si Socrate a dit ça, ou si Platon, ce sont les idées de qui? De Socrate ou de Platon. Et en fait, et ceci principalement est dû au fait que Platon, à travers ses dialogues, a cherché à brosser un portrait complet de Socrate, allant même jusqu'à se dissimuler derrière la figure de son maître pour véhiculer ses propres idées. Et cette fusion des pensées socratiques et platoniciennes rend souvent difficile la distinction entre les deux, d'autant plus que Socrate, comme on sait déjà, n'a jamais rien écrit. Et en fait, Platon, il amorce sa réflexion par un dialogue entre Socrate et Glaucon, illustré dans le livre 4 de la République, au cours duquel Socrate observe qu'une cité bien fondée doit incarner quatre vertus, qui sont la sagesse, le courage, la modération et la justice. Commençons tout d'abord à définir la vertu de sagesse. La vertu de sagesse, ou sophia en grec, désigne la prudence dans la délibération. Et selon Platon, une cité sage, c'est une cité prudente dans ses délibérations. Et cette sagesse provient essentiellement des dirigeants de la cité qui sont appelés les gardiens parfaits. Et ces gardiens représentent la classe la plus restreinte de la cité et sont les seuls habilités à délibérer au nom de la cité dans son ensemble, puisque selon Platon, les membres des autres classes auraient une intelligence qui est limitée aux intérêts de leur propre classe. Et ces gardiens parfaits sont nécessairement, selon Platon, des philosophes. Et ces philosophes rois sont des personnes qui sont naturellement prédisposées dès leur naissance à embrasser le domaine de la philosophie. Donc, ainsi, Platon soutient que chaque individu doit être affecté à une tâche spécifique en fonction de ses capacités naturelles et ne doit pas s'engager dans d'autres activités, d'où le principe fondamental de la répartition des tâches en fonction des aptitudes naturelles. Donc, on passe maintenant à la vertu du courage. En fait, une cité est en effet courageuse en vertu du courage des auxiliaires chargés de sa défense et de ses opérations militaires. Les auxiliaires, sont aussi appelés les guerriers. Et à première vue, en effet, le courage peut apparaître comme étant un penchant naturel de la volonté sans rapport avec les facultés intellectuelles et relevant du corps plutôt que l'esprit. Mais puisque selon Socrate, la vertu est une et la vertu est avant tout une science, le courage ne constitue qu'une forme de la science de la réflexion. Ainsi, le courage ne découle pas de l'ignorance du péril, mais bien de la connaissance de ce péril-là et pourtant de l'abstention de l'éviter. Donc, ici, on voit ici le schéma. Et donc, on voit les trois classes sociales de la cité idéale de Platon. On a parlé tout d'abord des gouverneurs philosophes qui sont les gardiens parfaits et qui sont au sommet. Et eux, ils sont responsables de la cité, de la vertu, de la sagesse de la cité. Puis, deuxièmement, on a les guerriers qui sont la source de la vertu du courage dans la cité. Et la classe qui est la plus grande, ce sont les laboureurs, les producteurs, laboureurs, artisans et commerçants, en fait, et eux, ils sont à l'origine de la vertu de modération dans la cité. Mais cette vertu de modération n'est pas seulement propre à eux, mais elle est commune à toutes les classes sociales. Et en quoi consiste cette vertu de modération? En fait, la modération ou sophrosyné en grec constitue la troisième vertu fondamentale de la cité.
Elle représente un certain accord, une certaine forme d'ordre harmonieux qui se concrétise par la maîtrise de certains plaisirs et désirs. En fait, Platon explique que dans une cité, il y a une variété de désirs, de plaisirs qui peuvent se retrouver aussi bien chez les gouvernants que chez les gouvernés. Cependant, contrairement aux gouvernants animés d'un excellent naturel, leur permettant de modérer et de rationaliser leurs désirs, les gouvernés ont tendance à exprimer une tumulte de désirs violents et désordonnés. Ainsi, pour qu'une cité soit modérée, les désirs des gouvernés doivent être dominés par les désirs et la sagesse des gouvernants. Et cette modération suppose que les gouvernants imposent leurs propres désirs et que les gouvernés acceptent que ces désirs leur sont imposés. Et les gouvernés, en fait, ils acceptent généralement à s'y soumettre car tous les citoyens de la cité, quoi que ce soit leur classe, s'accordent à reconnaître que ce sont des personnes meilleures qui les gouvernent. Donc, après avoir exposé les trois vertus cardinales de la cité, on vient à la vertu de justice dans la cité. Donc, après avoir identifié les vertus de sagesse, de courage, de modération, Platon a envisagé la justice comme une vertu qui transcende ces trois vertus cardinales de la cité. En effet, la justice incarne le principe fondamental établi par Platon, voulant que chaque individu de la cité soit voué à une tâche spécifique correspondant à ses aptitudes naturelles et qu'il s'y tienne. Une cité juste est donc une cité où les citoyens remplissent leurs propres tâches conformément à leurs talents naturels qu'ils développent pour le bien commun sans se disperser dans des activités diverses. En d'autres termes, la justice se réalise lorsque chacun reste dans sa propre classe et ne tente pas de rejoindre les rangs d'une autre classe. Donc, tout simplement, la justice dans une cité, c'est lorsque chacun fait sa propre tâche à laquelle il a été naturellement prédestiné. C'est-à-dire lorsque les gouverneurs restent des gouverneurs. Les auxiliaires restent des auxiliaires et les producteurs aussi effectuent leurs propres tâches. Mais lorsque les producteurs essayent, par exemple, de joindre la classe des auxiliaires ou les auxiliaires essayent de joindre la classe de gouverneurs, à ce moment-là, on a une sorte d'injustice dans la cité. On passe maintenant, puisqu'on a dit que l'essence de la conception platonicienne, c'est cette sorte d'analogie entre la justice dans la cité et la justice dans l'individu. Et il a dit que la justice dans l'individu est le reflet, en fait, de la justice ou la justice dans la cité est le reflet de de la justice dans l'individu. Mais il a commencé tout d'abord par exposer la justice dans la cité, parce que la cité, elle a des dimensions plus grandes et plus visibles que les dimensions internes de l'individu. Donc, qu'est-ce qu'il dit à propos de la vertu de justice dans l'individu? En fait, il dit de même que la justice dans la cité découle de l'harmonie de ces trois classes sociales, de même que la justice dans l'individu découle de l'harmonie intérieure de son âme. De même qu'il y a trois éléments dans la cité qui sont les gardiens parfaits, les auxiliaires et le peuple, de même, il y a aussi dans chaque homme trois forces qui sont la raison, qui représente la vertu de sagesse, qui c'est l'ardeur, qui représente aussi le courage, et les désirs inférieurs qui sont aussi par analogie assimilés au peuple ou à la classe des producteurs dans la cité. Et une personne est ainsi considérée juste lorsque chacune des trois parties de son âme agit vertueusement et s'occupe de ses propres affaires. Donc, la justice à l'échelle individuelle est un état d'harmonie psychique dans lequel aucun des trois aspects de l'âme de l'individu n'est réprimé ou privé de son expression propre, conduisant ainsi au plein épanouissement de la personne. Donc, la justice, lorsqu'il y a un équilibre entre les trois dimensions internes de l'âme individuelle et lorsque, par exemple, la raison prime sur les autres dimensions ou les désirs inférieurs priment sur les autres dimensions, on aura un état d'injustice au sein chez un individu. Il sera réputé comme étant injuste. Et ici, on voit le schéma qui explique mieux comment cette analogie entre la cité et les trois parties de l'âme. On passe maintenant à la justice aristotélicienne. Aristote, qui est le disciple de Platon, s'inspire de la conception de la vertu de justice de son maître et l'approfondit dans son ouvrage éthique à Nicomède
le livre 5, le premier véritable traité sur la justice. Il embrasse en fait la vision platonicienne et celle de Socrate de la justice en tant que vertu globale qui englobe et détermine toutes les autres vertus. Mais cependant, Aristote développe une approche en fait plus large et plus sociale que celle des castes sociales de son maître, qui préconisait que l'inférieur obéisse au supérieur et que l'individu reste dans la caste sociale à laquelle la nature l'avait prédestiné. Donc, quelle est l'essence du raisonnement aristotélicien? En fait, Aristote définit la vertu de justice comme l'état qui pousse à exécuter des actes justes, tout comme Socrate et tout comme Platon. Et ainsi, le juste est celui qui agit conformément à la loi et ne prend que ce qui lui revient. Donc, le juste est soit le légal, soit légal. Et donc ici, on voit très bien que Aristote, il a ajouté une nouvelle dimension de la justice, puisque selon Platon, et selon Socrate, la justice dans la cité, elle consiste à l'obéissance. Donc, c'est principalement la justice légale qui consiste à l'obéissance aux lois, alors qu'ici, on parle aussi d'une nouvelle dimension de la justice qui est la justice égale. En fait, cette dualité de la conception du juste comme légal et égal oriente dès lors la réflexion d'Aristote sur la justice. Il affirme que la justice qui correspond au juste comme légal, dénommée justice légale, constitue en fait une vertu globale alors que la justice qui correspond au juste comme égal constitue une vertu particulière ou partielle et fait partie de cette vertu globale. Donc, on a déjà exposé la justice légale, je ne vais pas le répéter. On passe tout de suite à la justice égale selon Aristote. En fait, ayant défini la vertu de justice comme étant un état qui pousse à exécuter des actes justes, Aristote indique que dans le cas d'une justice partielle, cet état se traduit par une moyenne entre l'excès et le défaut. En d'autres termes, la justice partielle correspond à une médiété, c'est-à-dire à une moyenne entre deux vices, l'un par excès et l'autre par défaut, car les vices sont soit en deçà, soit au-delà de ce qui est requis dans les affections et les actions, alors que la vertu identifie le juste milieu et le choisit. Donc, agir de manière juste consistera alors à trouver le milieu entre deux extrêmes, soit de s'attribuer plus que son dû ou commettre l'injustice, soit d'être privé d'une partie de son dû ou d'être victime de l'injustice. Et cette vision de la vertu morale comme un juste milieu entre deux extrêmes répréhensibles constitue, selon Paul Moreau, une innovation propre à Aristote que l'on ne retrouve pas dans les écrits de son maître Platon. En fait, cette justice égale elle représente deux formes. D'une part, la justice dite distributive et d'autre part, la justice dite corrective. Et cette justice corrective aussi, elle concerne d'une part les échanges volontaires et d'autre part les échanges involontaires. Les échanges volontaires, ce sont les transactions commerciales qu'on effectue normalement. Ce sont des transactions qui sont consenties. Par exemple, la vente, l'achat, la location, etc. Alors que les échanges involontaires, ils sont des échanges qui se permettent, qui se déroulent sans aucun consentement et en fait, elles consistent par les délits, par exemple, et les actes clandestins. On commence par la justice distributive. La justice distributive consiste à répartir les avantages, les richesses et les honneurs entre les citoyens en fonction de leurs mérites. Si les citoyens, par exemple, ont les mêmes mérites, les parts sont égales. Et si les citoyens n'ont pas les mêmes mérites, les parts sont inégales. L'égalité à réaliser est donc ici une égalité proportionnelle ou géométrique. En revanche, il y a une injustice lorsque l'on donne plus à ceux qui méritent moins ou moins à ceux qui méritent plus. Et cette notion de justice distributive est également à l'origine de principes de proportionnalité qui constituent aujourd'hui un principe de droit universel et qui se retrouve à la fois dans les systèmes de la common law et du droit civil. On passe maintenant à la deuxième forme de la justice égale selon Aristote, qui se matérialise par la justice corrective. En fait, si la justice distributive repose sur une égalité proportionnelle géométrique qui consiste à traiter les personnes en fonction de leur valeur et de leur mérite, la justice corrective, quant à elle, repose sur une proportion arithmétique, c'est-à-dire sur un traitement égal des parties concernées, quelle que soit leur valeur.
Et la justice corrective est également appelée commutative dans le domaine des échanges économiques volontaires qui se réalisent souvent par le biais de la monnaie. Et dans ce domaine, c'est effectivement la réciprocité qui détermine la qualité de la justice. Par exemple, si une personne A fournit un service ou un bien B à une autre personne, il est juste que cette dernière fournisse en retour à A un autre bien ou un autre service C dont la valeur est égale à celle de B. Donc, cette contrepartie prend généralement la forme de la monnaie. Ainsi, ce qu'une personne cède doit arithmétiquement être égal à ce qu'elle reçoit en retour. En ce qui concerne le domaine des échanges involontaires, celui-ci englobe les actes interhumains nuisibles à celui qui les subit, c'est-à-dire les délits. Et par exemple, supposons que A est ravi par faute ou violence un bien quelconque à B, par exemple de l'argent, sa réputation, sa santé, sa vie. Et la justice sera rétablie quand le juge aurait imposé à A une amende ou une punition égale au profit que A pu tirer du dommage causé à B. La justice est ici la moyenne entre un dommage et un profit, donc elle consiste aussi en une égalité pure et simple arithmétique. Donc, la différence entre justice corrective et justice distributive aussi transpose aussi l'opposition traditionnelle entre égalité et équité. Donc, on sait très bien que l'égalité, c'est une forme de proportion arithmétique, c'est-à-dire égalité pure et simple. Et elle correspond à la justice corrective conçue par Aristote, alors que l'égalité distributive, elle correspond à une sorte de proportion et elle consiste en fait à distribuer les biens selon la valeur et les mérites des personnes, c'est-à-dire en prenant en considération, donc des qualités qui leur sont propres. Et ici, Aristote, il a aussi comme conçu le concept d'équité parce qu'en fait, il a remarqué que dans la société, les lois, en fait, elles peuvent s'avérer générales et ne pas prendre en compte des situations ou des cas particuliers des individus et ce qui peut créer par la suite des injustices. Donc ici, il a créé cette notion d'équité comme une forme de justice supérieure rendue nécessaire à cause de la généralité des lois qui tient compte des cas ordinaires et non pas de l'exception. Donc, lorsque la loi ne peut pas s'appliquer ou s'avère injuste dans des cas particuliers, on procède à l'application des principes de l'équité. Et Aristote a aussi conçu la notion de justice sociale, qu'on connaît aujourd'hui très bien, et selon lui, la justice sociale correspond au sens large à l'égalité. Donc, toute égalité dans la société et au sens particulier à l'égalité que la loi de l'État doit assurer entre les citoyens. Donc, après avoir exposé les réflexions philosophiques antiques sur la notion de justice, on passe maintenant aux réflexions philosophiques médiévales sur la notion de justice. La justice aristotelienne de justice, la théorie aristotelienne de justice nous est parvenue par l'intermédiaire de saint Thomas d'Aquin, qui est l'un des plus grands philosophes médiévaux. Et cependant, Thomas d'Aquin, elle a intégré une dimension théologique à la réflexion de justice d'Aristote. Et la justice chez Thomas d'Aquin n'est pas seulement une vertu humaine, mais elle a aussi un caractère théologique. Elle doit correspondre aux lois divines, qui sont la source ultime de toute justice. Et en fait, Monsieur Thomas d'Aquin, il a aussi conçu la théorie de la guerre juste. En fait, il a dit qu'une guerre peut être juste si elle répond à trois critères, si elle a par exemple une cause juste, que par exemple elle ne peut être menée que pour une raison moralement valable, par exemple pour défendre une nation contre une agression ou pour protéger des innocents contre l'injustice, et elle doit être menée par une autorité légitime. La guerre doit être déclarée par une autorité légitime, c'est-à-dire un souverain ou un chef d'État qui a le pouvoir de déclarer la guerre au nom de la collectivité. Et troisièmement, l'intention droite, qui est l'intention derrière la guerre, doit être juste, c'est-à-dire que l'objectif ne doit pas être la vengeance, la conquête ou l'enrichissement personnel, mais plutôt la recherche de la paix
ou de la justice. Et en fait, ces idées de Thomas d'Aquin ont servi comme des fondements pour le droit international des conflits. Et en fait, personnellement, ce que je peux dire à Monsieur Thomas d'Aquin, may God forgive you pour ces idées brillantes, puisqu'on voit maintenant comme les conséquences de ces idées sur la scène internationale. Et personnellement, pour moi, c'est impossible de concilier entre l'idée de la justice et une guerre. Une guerre ne peut jamais être juste et aucun prétexte au monde ne peut justifier le fait d'assassiner des civils, des innocents, surtout les femmes et les enfants et d'infliger des malheurs pour des générations à venir. Et on a vu déjà donc que la justice a avant tout été conçue comme étant, comme ayant un but ultime qui est la réalisation du bonheur de l'individu. Donc lorsqu'on fait une guerre et on inflige le malheur maximum qu'un être humain il peut expérimenter dans sa vie, donc je ne peux pas concilier, il est impossible de concilier entre guerre et entre justice. On passe maintenant aux réflexions modernes sur la notion de justice. En fait, l'époque moderne a été marquée par une mutation profonde dans la manière de penser la justice, et ceci à cause de l'éclatement des guerres de religion et de leurs conséquences dévastatrices pour les sociétés européennes. Et en fait, parce que puisqu'on a donné à la justice une dimension théologique, et donc on s'est permis de faire des guerres au nom de la religion, et ceci est devant les conséquences dévastatrices de ces guerres, on a procédé en fait à redéfinir la notion de la justice et plus précisément à le laïciser. Et on passe alors, dans ce cas, d'une conception théologique de la justice à une conception déontologique de la justice. Et en fait, les différents philosophes modernes, ils ont conçu en fait des notions de justice qui se rapprochent beaucoup comme de la notion de justice égalité qui a été conçue par Aristote. Donc, je vais les passer rapidement. Donc, on a Jean Locke. Ok, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant. Et Emmanuel Kant, c'est le plus intéressant puisque pour lui, la justice est avant tout la condition dans laquelle les actions humaines sont régies par des lois universelles qui assurent l'égalité et la liberté des individus. Et il définit la justice comme étant le respect de la liberté de chaque personne, c'est-à-dire la capacité de chacun à agir selon sa propre volonté à condition de ne pas empiéter sur la liberté des autres. Donc, et après les réflexions modernes qui étaient imprégnées par le fait de passer d'une conception théologique à une conception déontologique de la justice, on passe aux réflexions philosophiques contemporaines sur la notion de la justice. Et ces réflexions contemporaines, elles se matérialisent tout d'abord par la pensée de John Rawls et puis la pensée de Paul Ricoeur. Et en ce qui concerne Jean Rawls, en fait, selon lui, la justice est un principe fondamental pour organiser une société de manière équitable et justice. Donc, lui, il a aussi souligné que la justice doit être avant tout équitable. Et il a basé sa théorie sur deux principes. Tout d'abord, le principe que chacun doit avoir un droit égal aux libertés les plus étendues, compatibles avec des libertés similaires pour les autres. Et donc, ce principe garantit des droits et des libertés de base comme la liberté d'expression, la croyance, la réunion, ainsi que d'autres droits politiques et civils. Et le deuxième principe, c'est le principe qu'il a institué, le principe d'égalité des chances. Il a dit en fait que les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de telle sorte qu'elles profitent aux plus désavantagés et qu'elles soient attachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous sous des conditions d'égalité des chances. Et après cela, on passe à Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur, en fait, bien qu'il s'est inspiré de la conception de la justice de Rawls, mais lui, était à l'origine de la conception de la justice réparatrice. Et en fait,
Dans la pensée de Rawls, la justice est directement liée à la structure des institutions sociales et à la distribution des biens. Et elle était conçue en fait comme une structure institutionnelle qui garantit la liberté, l'égalité des chances, la réduction des inégalités sociales au profit des plus défavorisés. Alors que la justice chez Ricoeur est aussi liée au droit, mais avec une perspective plus humaniste et plus réparatrice. En fait, lui, il a institué le concept du pardon. Donc, parce que le pardon joue un rôle central dans la réflexion de Ricoeur sur la justice, en particulier dans les contextes où la violence, l'injustice ou l'oppression ont eu lieu. Il conçoit la justice comme une réparation des torts et cette réparation passe parfois par l'acte du pardon qui peut briser le cycle de vengeance et permettre la réconciliation. Merci pour votre attention.